Et bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va peut-être vous permettre de réviser pour le contrôle terminal maintenant, d'attribution causale et de perception des personnes. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais faire une petite vidéo uniquement sur le second chapitre qu'on a vu en cours de perception des personnes. Donc le cours, enfin le second cours en fait, voilà. Et du coup voilà, je vais tout de suite commencer. Je voulais juste vous dire aussi que j'avais déjà fait une première vidéo qui venait résumer le premier cours magistral. Et en fait, dans ce premier cours magistral, on avait quasiment fait entièrement le chapitre 1. On a juste vu au début du deuxième cours magistral l'expérience de Bourne et les ajouts de Bourne, mais ici je n'en parlerai pas. Donc là, on va vraiment se concentrer sur le chapitre 2. Voilà. Donc le chapitre 2 qui est basé en fait sur les deux dimensions du jugement moral. Alors le jugement moral est basé sur deux dimensions, l'agentisme et la communalité. Alors, suivant les auteurs, les articles, on peut donner d'autres noms. Donc non, il y avait par exemple le trait de féminité versus trait de masculinité. Et bref, suivant les. Il y avait différents noms, mais ça réfère toujours à ce côté bidimensionnel et on les surnomme tout simplement le Big Two. Mais nous, on prendra surtout agentisme et communalité. Alors tout d'abord, pour arriver à ce Big Two, on a déjà eu des travaux auparavant. Et tout d'abord, il y a eu les travaux de H qui se sont concentrés sur la centralité de certains traits. Donc en fait, c'était une petite expérience qu'on avait fait au tout début du deuxième cours magistral, où en fait, certains d'entre nous avaient une personne avec des caractères d'agentisme plus euh, un trait qui était froid, et les autres avaient les mêmes traits sur l'agentisme, mais un autre trait qui était chaleureux. Donc il y avait juste froid et chaleureux qui étaient différents. Et je sais pas si vous vous souvenez de cette expérience, mais voilà, c'était ça le principal travail de H sur la centralité des traits. En fait, il pense qu'il y aurait des traits centraux qui auraient plus d'impact sur l'impression globale. Donc là, ça serait froid, chaleureux. Donc ça serait un trait qui aurait un grand impact dans l'impression globale parce que ça serait un trait central. Alors, en réalité, d'après Rosenberg et collaborateurs en 1968, il n'y aurait pas de centralité des traits, mais deux dimensions en fait. Donc le trait central est en fait le trait avec une dimension opposée aux autres. Donc là, dans l'expérience qu'on a fait au tout début du deuxième cours magistral, on avait 6 traits d'agentisme donnés comme intelligent, euh, compétent, enfin, des traits comme ça, et versus un seul de communalité, froid ou chaleureux, et du coup cette unicité faisait que ce froid versus chaleureux avait beaucoup plus de poids dans le jugement, dans l'impression globale. Et donc ils ont créé ensuite deux axes grâce à une analyse multidimensionnelle. Bon là après, je suis pas sûr que ce soit bien utile de savoir comment ils ont fait ça, mais ils ont fait un axe honnête malhonnête et un autre intellectuel idiot. Et ensuite, ils viennent parler aussi, oui, de l'approche pragmatique. J'avoue que j'ai fait pas mal de fautes dans mon truc, je m'en excuse. L'approche pragmatique des relations sociales, où en fait, ces deux dimensions en fait, du jugement, donc honnêteté, malhonnêteté, intellectuel idiot, qu'on peut autrement dire communalité, agentisme, en fait, ça servirait pour un individu à anticiper les actions d'autrui. Et il y aurait deux principales questions, c'est est-ce qu'il a des intentions bonnes envers moi, et est-ce qu'il a les compétences pour faire ses intentions. Et donc en fait, ces deux questions organisent nos jugements quotidiens. Donc là, on passe à la partie A, c'était par rapport à un modèle évolutionniste. En fait, on a Bacon en 1966 qui est le premier à avoir initié les deux dimensions agentisme et communauté. Donc c'est lui le premier à avoir utilisé ces deux mots et à avoir montré ça dans certains travaux. Ensuite, on a Ibar et collaborateurs en 2008 qui prennent une approche évolutionniste pour expliquer nos jugements moraux. Alors les individus ont deux besoins fondamentaux selon eux. Donc l'affiliation, donc, qui est le besoin d'appartenir à un groupe social, et le besoin d'être reconnu et d'être valorisé au sein de ce groupe. Donc en fait, on aurait deux composantes, donc affiliation, besoin d'être reconnu, qui seraient en fait en tension. Donc il y aurait une tension en ce qui concerne la distribution de nos ressources, qui sont en fait limitées.
Autrement dit, si on utilise tout pour l'ego, donc tout pour être reconnu, on n'a plus rien pour la partie affiliation, donc pour le groupe. Donc ça serait pareil un peu pour les traits. Si on irait tout pour l'agentisme, on n'aurait plus rien pour la communalité. Et donc en fait, on se servirait de certains traits selon la dimension, enfin, on utiliserait une certaine dimension selon la perspective du juge. Donc qu'on soit acteur ou observateur de l'observation. Et donc là, ça nous amène à la deuxième partie, celle du dual perspective model. Et donc ce dual perspective model a été créé par Abel et Wojcicki en 2007. Il explique en fait que les attentes sont différentes selon le point de vue du juge. Ainsi, la dimension utilisée pour juger ne sera pas la même. Donc là, en fait, ça serait une approche motivationnelle où les gens seraient motivés à observer, enfin juger sous une certaine dimension, en fonction des attentes. Donc l'agentisme est lié à une bonne perception de soi, alors que la communauté est liée à une bonne perception d'autrui. Donc en fait, globalement, pour être bien perçu par les autres, il faut avoir des traits de communalité. Pour être bien perçu par soi, entre guillemets, il faut avoir des traits d'agentisme. Après tout ça, vous savez, j'ai mis... Enfin, si vous voulez, vous pouvez regarder le diapo en même temps, ça peut peut-être vous aider. Au sens où voilà, j'ai fait en fonction des diapos et de ce que j'ai noté. Donc après, oui, on avait fait une application de leurs travaux lors du TD1, il me semble. Et du coup, voilà, je vais pas trop détailler là-dessus parce que bah, on l'a tous fait, quoi. Et du coup, après ce modèle, il y a l'hypothèse. Enfin, l'hypothèse est que l'estime de soi est plus liée à l'agentisme attribué que à la communalité. Donc oui, vu que l'agentisme il y a une bonne perception de soi, ça devrait être plus important pour notre estime de soi que la communalité, logiquement. Donc là, on a Wojcicki tout seul, en 2011, qui a testé cette hypothèse avec des questionnaires qui mesuraient l'agentisme et la communauté de sujets. C'était des questionnaires auto-attribués, donc des auto-questionnaires. Et puis il y avait un autre questionnaire sur l'estime de soi, euh, pour la parenthèse créée par Rosenberg. Et bien finalement, en fait, ça dépendait de la culture. Donc dans les sociétés collectivistes, l'estime de soi est plus liée à la communalité auto-attribuée. Et dans les sociétés individualistes, comme la France et les États-Unis, bah là, l'estime de soi est plus liée à l'agentisme auto-attribué. L'auto-attribution de ces deux dimensions est cependant inconsistante. Donc, en effet, elle varie selon une réussite ou un échec fait auparavant. Donc là, en fait, on avait Abel et Wojcicki en 2008. Oui, il apparaît souvent. D'ailleurs, pour bien écrire son nom au partiel, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai retenu en fait les trois lettres du milieu. Donc le CIZ, donc c'est comme des ciseaux, une cisaille. Donc là, vous savez, là c'est une syllabe un peu française. Woj, ça vous trouverez rarement le Woj en français. Le ZKE, pareil, en français vous le trouverez souvent pas. Donc il faut juste penser au CIZ, genre de ciseaux. Et puis il faut penser qu'il est entouré par un J, un Z, et puis ça devrait passer. Si jamais vous avez du mal à retenir son nom de famille. Et du coup, oui, on était à Abel et Wojcicki en 2008. En fait, ils ont montré qu'une tâche difficile suffit à impacter une auto-attribution de traits agentiques. Donc, autrement dit, les gens, face à une difficulté, s'attribuent moins de traits agentiques. Par exemple, face à une tâche difficile, ils peuvent se sentir finalement moins intelligents par rapport à notre groupe qui aurait une tâche plus simple. Et ça s'amplifie en fait rien qu'avec un feedback négatif. Donc, on dit que par exemple, vous avez échoué, c'est insuffisant, vous êtes en dessous de la moyenne. Rien que ça suffit à baisser notre auto-attribution de traits agentiques. Pourtant, ce sont censés être des traits qui sont censés être stables, comme on a vu au CM numéro 1. Mais évidemment, les traits ne sont finalement pas stables. Alors, une version étendue de la Dual Perspective Model, donc abrégée comme ça, donc la Extend DPM, a été créée en 2018. Donc il me semble que c'était par... Alors je suis désolé, je ne me souviens plus du tout des auteurs, mais c'était écrit, on en est parlé dans le TD numéro 1. Enfin, le TD7 ou le TD numéro 1 pour la perception des personnes. Et du coup, je suis désolé, je ne me souviens plus du tout du nom des auteurs. Pour montrer que les traits de communauté pouvaient aussi impacter l'estime de soi sous ma perspective, soit acteur ou soit observateur. Donc oui, dans ce modèle-là, on vient poser deux types de soi, donc le soi acteur et le soi observateur. Et lorsqu'on est dans la position de soi observateur, les traits de communauté impactent l'estime de soi.
hop, je fais une toute petite pause avant de passer à ce qu'on a parlé au CM numéro 3. Hop, bon voilà, on continue maintenant, on passe au troisième cours magistral où on a continué à parler du chapitre 2. Et donc là, c'est sur les travaux de Peter sur l'approche adaptative. Donc pour compenser le manque de prise en compte du contexte tu vois, perspective modèle, nous abordons maintenant les travaux de Peters qui proposent une approche contextuelle. Donc là, on avait fait une expérience présentée en TD avec l'utilisation des verbes pouvoir et devoir. Donc, selon lui, aussi, la valeur des traits dépend du contexte. Donc les traits seraient adaptatifs et nous permettraient de savoir qui éviter ou qui approcher. Pour cela, il part de deux postulats. Notre environnement est plus riche de stimuli négatifs que positifs, ce qui conduit à avoir des hypothèses positives sur la réalité. Donc ça serait une sorte de besoin. On a un besoin d'avoir des attentes positives, enfin d'avoir des hypothèses positives tout simplement pour notre bien-être, entre guillemets. Et du coup, ça créerait un biais où on aurait une accentuation du négatif. Donc cette accentuation du négatif fait que nous devons, on a le devoir de fuir. Donc là, il y avait même l'exemple avec Higgins du cœur de champignon. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais il y avait l'exemple d'Higgins avec le cœur de champignon, je ne sais pas si ça vous revient. Et donc il y avait le devoir de fuir les champignons qui étaient vénéneux. Et on pouvait, mais on n'était pas obligé, d'approcher et de prendre les champignons qui étaient consommables. Il avait fait aussi un exemple, une petite étude en 91 avec des politiciens, où au sens qu'une fois que le politicien a un trait de vue, enfin, a un trait négatif, il ne suffit pas qu'il ait d'un trait positif pour en fait contrebalancer. Donc autrement dit, les traits positifs nous permettraient, enfin seraient un indicateur comme quoi on peut s'approcher d'une personne, alors que des traits négatifs seraient des indicateurs comme quoi on doit fuir euh, l'individu que l'on juge. Et donc Peters conçoit les traits comme l'indicateur de profitabilité sociale. Pardon. Donc des traits peuvent être profitables ou non selon le contexte. Donc là on passe un peu version deuxième partie, donc il y a la partie pouvoir-devoir et la partie selon contexte. Et donc là on a la partie selon contexte. Et donc là en fait il va se rendre compte que selon le contexte, un trait n'est pas toujours jugé positivement ou négativement. Et donc là il y avait le contexte d'une relation amicale versus une relation entre rivaux. Donc là, il y avait l'expérience un peu compliquée présentée en diapo, où il y avait des V, des P, des N. En fait, le P, ça représente le contexte amical. Donc, vous préférez un ami poli ou impoli. Le N, c'est un contexte de rivalité. Vous préférez un ennemi poli-impoli. Et le V, c'est dans aucun contexte. Donc, est-ce que vous préférez une personne polie ou impolie? Et donc, ce qu'il a montré dans cette étude, c'est que les traits jugés comme positifs ou négatifs peuvent dépendre du contexte. Donc, en fait, selon qu'on soit dans un contexte d'amitié ou de rivalité. Donc, typiquement, il y en a certains où les trois sont égaux, autrement dit, donc par exemple tolérants. On préfère une personne tolérante, on préfère avoir un ennemi tolérant, on préfère mieux avoir un ami tolérant. Et par contre, parfois, il y a une différence ici, selon le contexte. Donc entre le P et le N, donc ami-ennemi. Il y a une différence. Par exemple, pour assurer, on préfère mieux une personne assurée, on préfère mieux avoir un ami assuré, mais on préfère mieux ne pas avoir un ennemi assuré. Après, il y a aussi deux autres situations, donc c'était le V différent de P différent de N et le V différent de P égale N. Les deux étaient peu présents dans la réalité. Je vous invite à regarder les résultats sur les diapos qui sont plutôt clairs, il me semble. Donc à partir de ça, il y a eu la création de la profitabilité pour soi. Donc c'est lorsqu'il y a une différence entre le contexte et une profitabilité pour autrui, où là, il n'y a pas de différence selon le contexte, donc amitié, rivalité. Donc la profitabilité pour autrui est positive ou négative, donc un trait basé là-dessus, par exemple, tolérant, intolérant, reste positif ou reste négatif, quel que soit le contexte, mais par contre, les traits sur la
profitabilité pour soi varie selon le contexte. Donc ça peut être positif ou négatif. Donc très positif si on a un ami assuré, très négatif si on a un ennemi assuré. Donc après, on a Abel et collaborateurs en 2016 qui a par la suite distingué deux sous-types de traits de communalité, donc de profitabilité pour autrui. Donc il a distingué la sociabilité et la moralité. Et d'ailleurs, partie D, la dernière partie, c'est sur le juge, enfin, disons, la prise en compte de la moralité dans nos jugements. Donc en fait, la moralité exerce une place prépondérante dans nos jugements au quotidien. En effet, c'est la première dimension que l'on recherche lorsque l'on rencontre quelqu'un. Donc on a encore Wojcicki et collaborateurs en 1998 qui ont montré dans une étude, donc encore une fois, c'est dans le diapo, l'intérêt prioritaire de la moralité dans la formation d'impression. Il explique cela par le fait que la moralité permettrait de savoir les intentions d'une personne envers soi. Donc en fait, la première chose qu'on veut savoir sur une personne, c'est tout d'abord ses intentions envers moi, envers le soi. Donc est-ce qu'elle a de bonnes ou de mauvaises intentions? Donc ça c'est la première chose qu'on veut savoir. Et ensuite seulement on s'intéresse aux compétences ou encore à la sociabilité. Est-ce qu'elle a la compétence? Est-ce que cette personne possède les compétences pour faire ses intentions? Donc après on a quelques caractéristiques sur les traits de moralité par rapport aux traits de compétences. Donc les traits de moralité sont plus accessibles, donc par exemple pour se décrire ou décrire quelqu'un d'autre, par rapport aux traits de compétences. Ils sont plus durables et constants que les traits de compétences, et sont plus faciles à cacher qu'un manque de compétences. Donc c'est plus facile de cacher un manque de moralité qu'un manque de compétences globalement. Et la moralité prend une place plus importante dans le jugement quand celle-ci est négative, à l'inverse de la compétence. Donc autrement dit, ça va avoir un fort impact si on se rend compte que quelqu'un a un manque de moralité, et ça va avoir un fort impact si on se rend compte que quelqu'un a les compétences d'avoir des intentions envers nous. Enfin, pour faire ses intentions envers nous, qu'elles soient positives ou négatives. Donc on a ensuite testé si les traits moraux sont toujours ceux qui ont le plus d'intérêt, quel que soit le contexte. Autrement dit, est-ce que vraiment on s'intéresse déjà aux traits moraux ou pas selon le contexte? Donc il y avait trois contextes différents, une impression globale, on leur demandait de faire une impression globale, de se confier ou de confier de négociation à quelqu'un. Donc finalement la moralité est le plus important dans l'impression globale et pour se confier, mais la compétence prend le dessus lorsqu'il s'agit de confier une négociation. Donc autrement dit, on doit faire confiance à la personne pour réussir une négociation. Donc là, on se base plus sur ses compétences. Et aussi, ça c'est un petit truc à côté, la moralité peut être jugée rien qu'avec les traits du visage. Donc on va finir ce petit résumé du chapitre 2 avec le modèle de régulation comportementale proposé par Elmers en 2017. Alors ce modèle nous explique que le fait de montrer notre moralité, nos compétences ou encore notre sociabilité seraient des stratégies de communication pour exprimer un désir à être valorisé et respecté dans un groupe d'appartenance. Donc en fait, c'est un peu des besoins que nous avons au sein d'un groupe. On a besoin d'être valorisé et d'être respecté dans un groupe d'appartenance. Donc, une fois qu'on appartient à un groupe, bien évidemment. Donc en fait, on exprime ce désir à travers notre moralité, nos compétences, notre sociabilité. Et donc la moralité joue dans la volonté d'intégration du groupe, l'identification et l'attractivité au groupe, et dans le conformisme aux normes et respect des règles du groupe. Donc en fait, montrer sa moralité joue sur ces différentes parties. Donc les individus portent plus d'attention et de ressources pour paraître moraux, comparé à la sociabilité et la compétence. Donc c'est vraiment quelque chose que les gens font particulièrement attention, et ils se sentent d'ailleurs le plus menacés quand leur réputation est entachée. Donc là, ça montre bien que le moral, c'est vraiment euh, un peu le jugement de surface, c'est vraiment par là que tu peux commencer à gratter pour juger une personne, quoi. Donc cette moralité perçue par notre groupe permet de préserver une bonne image du groupe. Donc autrement dit, si l'ensemble des individus d'un groupe ont une bonne moralité, le groupe
va être perçu comme moral s'il est perçu par un autre groupe. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc un groupe perçu comme moral est donc perçu comme peu menaçant. L'immigration peut être perçue comme menaçant si l'on perçoit les individus de la population en question comme immoraux. Effectivement, là c'est le contraire. Si on voit les membres d'un groupe immoraux, on voit le groupe comme menaçant. En l'absence de certains objectifs, la moralité reste un mode de jugement par défaut. Donc certains objectifs, il y avait l'exemple de conflit de négociation. Et ben voilà, c'est tout pour ce petit résumé sur le chapitre 2. J'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à regarder le diapo en même temps parce que je pense que ça pourrait vous aider. Je pense que là c'est un peu insuffisant de juste mes notes vite fait. Et d'ailleurs j'ai remarqué un truc depuis que j'ai eu, je crois que c'est 120 abonnés. En fait maintenant je peux faire des posts sur YouTube. Donc là ce que je vais faire c'est par rapport à Peters. J'essaie de faire un petit graphique qui vient résumer en fait tout simplement l'approche adaptative, enfin l'approche contextuelle proposée par Peters globalement. Voilà. Donc on verra si ça vous sera utile. On verra si ce nouveau format vous plaira aussi d'ailleurs. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Puis sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.